C'est le go, ça. Bonjour à tous, donc je suis Romain Béliard, je suis là pour vous faire un talk. Ce talk il vient d'un constat. Ce constat, c'est que on se pose de plus en plus de questions autour de Kubernetes, notamment pourquoi cette application ne répond plus, où sont les bons logs, pourquoi choisir tel outil ou tel outil en fonction finalement de certaines options et des appétences de chacun. Pourquoi encore un nouveau concept de Kubernetes à intégrer à ma CI ou à ma CD pour que ça s'intègre et qu'on puisse faire évoluer notre parc. Comment s'assurer que nos secrets sont bien protégés dans Kubernetes. Est-ce qu'on ne gaspille pas des ressources sur notre cluster? Ou même pourquoi est-ce que c'est si compliqué de déployer une application qui est finalement assez simple? Donc le sujet de mon talk aujourd'hui, c'est Kubernetes. Est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin? Sommes-nous allés trop loin? Donc je propose de commencer par quelque chose. Est-ce qu'on est prêt à livrer en prod? Nous tous. On va passer un petit quiz, un petit test, un code de la route, mais vers Kubernetes. Donc la première question, le thème, c'est pour quelles applications? Question 1. Face à une application simple avec des besoins de scalabilité limités, est-il toujours obligatoire de déployer un cluster Kubernetes? Réponse A. Oui, c'est la meilleure pratique pour toutes les applications modernes. Réponse B. Non, d'autres solutions d'orchestration plus légères peuvent être suffisantes. Réponse C. Je passe, j'ai la priorité à droite. Alors, du coup, je vais faire un petit sondage. Qui est réponse A? En levant la main rapidement. OK. Réponse B? Et la réponse C, bon, je pense que c'est pas celle-là. Donc en effet, c'est la réponse B. Aujourd'hui, pour déployer une application simple, Kubernetes, ça offre plein de, plein de possibilités, mais si elle n'a pas besoin de scalabilité ou autre, forcément, ça amène un sujet que est-ce que c'est le bon outil de déploiement? Donc je vous propose qu'on construise une checklist au fur et à mesure des questions. Et cette checklist, on va commencer par la complexité de l'application. Donc pour quelles applications? Donc du coup, c'est plutôt pertinent si c'est beaucoup de microservices qui fonctionnent ensemble, qui ont besoin d'orchestration et qui sont un peu complexes à mettre en place finalement sur une VM. Et ce n'est pas forcément adapté pour les applications qui sont monolithiques, assez simples et avec très peu de services. Deuxième question, avec un thème sur la scalabilité. Question 2. Si une application a une complexité interne faible et des besoins de scalabilité prévisibles, quel est le risque principal d'opter systématiquement pour Kubernetes? Réponse A. Une surcharge de complexité et de gestion potentiellement inutile. Réponse B. Un déploiement plus rapide de l'application. Réponse C. Une meilleure compatibilité avec les futures technologies cloud. Réponse D. Je livre avec une pelleteuse. Alors, pareil que la première question, je fais un léger sondage. Qui répond à réponse A? Qui répond réponse B? C ou D? Ok, donc en effet, c'est la réponse A. Donc en fait, oui, l'application, si elle n'a pas vraiment d'intérêt à scaler ou autre, forcément, il y a toujours ce sujet de est-ce qu'on a besoin de tous ces manifestes tout autour qui vont rendre plus compliqué finalement l'intégration et la compréhension du déploiement de l'application. Donc le deuxième point de notre checklist, ce sera le besoin de scalabilité. Est-ce que notre application elle a besoin de scaler? Est-ce qu'elle est forte? Il y a une forte variabilité de la charge. Si c'est un front-end potentiellement de e-commerce, il y a un intérêt. Mais finalement, si on sait que ce front-end, il a une charge qui est assez linéaire sur la journée, est-ce qu'il y a un réel besoin d'avoir cette scalabilité automatique? Et forcément, si l'application elle a une charge stable, scalée, et une scalabilité verticale qui est suffisante, dans ce cas-là, elle n'a peut-être pas le besoin d'aller dans Kubernetes. Troisième question, avec thème des déploiements. Question 3. Quel est l'impact principal d'une fréquence de déploiement très faible sur la justification de l'adoption de Kubernetes? Réponse A. Cela diminue l'intérêt de Kubernetes en termes d'automatisation des déploiements fréquents. Réponse B. Cela augmente considérablement la nécessité de Kubernetes pour automatiser les déploiements. Réponse C. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Pareil, petit sondage. La réponse A.
réponse B ou réponse C? Bon, la réponse C, je peux comprendre. Non, la réponse c'est la réponse A, donc ça diminue l'intérêt de Kubernetes parce que si l'application n'a pas beaucoup de besoin de déploiement, qu'elle est déployée une fois par an ou quand il y a une faille de sécurité, elle n'a peut-être pas besoin d'aller sur Kubernetes, celle-là elle est peut-être bien sur sa VM ou sur son Docker Swarm ou même autre. Et donc du coup, là encore une fois, Kubernetes n'est pas forcément le bon candidat. Donc pareil, un autre point, la fréquence de déploiement. Donc si les déploiements sont fréquents, est-ce qu'on a aussi la possibilité d'avoir une CI/CD avancée pour ce déploiement, ou alors des déploiements très rares ou même parfois manuels. Dans ce cas-là, l'application elle est très bien autre part. Ah, c'est parce que le son. J'espère que c'est bon. Donc, quatrième question, les contraintes. Question 4. Concernant les contraintes de coût et de formation, quel est le premier élément à évaluer avant de choisir Kubernetes? Réponse A. Les fonctionnalités avancées de Kubernetes. Réponse B. La taille de l'équipe et son niveau d'expertise actuel. Réponse C. Le nombre de nœuds au cerveau que l'on se fait. Donc là, je prends vos réponses. A, B, C aussi. La réponse la plus pertinente, c'est quand même la B. Faut prendre en compte aussi la taille d'équipe. Si demain une équipe elle n'est pas forcément très correctement dimensionnée et qu'elle n'a pas forcément cette expertise dans Kubernetes, c'est facile de dire oui, mais on pourra lire la doc, etc. C'est plus compliqué que c'est pas facile. Et vraiment, faut prendre en compte tout ce qui est formation, même coût interne coût interne de l'application, humain et technique finalement. Les contraintes de coût et de formation, du coup, c'est le quatrième point. Est-ce que le budget de l'infrastructure est OK par rapport à cette application? Est-ce que la complexité sera gérable pour les gens qui vont gérer cette application? Et au contraire, si le budget est serré, ou, dans ce cas-là, il y a des solutions qui sont beaucoup plus simples et économiques. Dernière question sur la haute disponibilité de l'application. Question 5. Pour une application nécessitant une haute disponibilité et une résilience importante, Kubernetes offre-t-il des mécanismes intégrés pour atteindre ces objectifs? Réponse A. Non, la haute disponibilité et la résilience doivent être gérées entièrement au niveau de l'application. Réponse B. Oui, Kubernetes fournit des fonctionnalités comme les réplicas, les probes de santé et les mises à jour progressives. Réponse C. C'est quand que ça finit déjà? Alors attention, en fonction de votre réponse, je pourrais mal le prendre. Pareil, le même sondage, réponse A, réponse B et réponse C. Bien, il n'y a pas de main levée. Donc en effet, c'est la réponse B. Donc oui, Kubernetes répond à ce besoin d'avoir des réplicas, des probes de santé et des mises à jour progressives. Il y a besoin de ces hautes disponibilités. Est-ce que c'est besoin pour toutes les applications? C'est toujours une question. Et donc pour ça que je la rajoute à la checklist. Est-ce que l'application elle a besoin d'une haute disponibilité et d'une grande résilience? Aujourd'hui, on a des applications, on dit toutes, elles doivent être remontées en moins de 10 secondes. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que demain, si elle n'est pas là pendant 10 minutes, finalement, on ne s'en rend pas forcément compte? Aujourd'hui, on met la prod très souvent sur le même piédestal, alors qu'il y a des applications, elles sont utiles 3 fois dans la journée. Faut savoir faire le découpage et savoir dire que c'est une prod mais pas forcément critique. Et donc forcément, en fonction de la criticité de cette application, oui, en effet, Kubernetes pourra répondre à des questions. Ou alors, forcément, on pourrait aller sur des solutions plus simples d'implémentation. Il y a aussi d'autres contrastes qui sont apportés avec Kubernetes. Aujourd'hui, Kubernetes ça a beaucoup de promesses. Ça permet une orchestration simple, une scalabilité simple et un déploiement rapide. La réalité, c'est qu'il y a des centaines de custom ressources à maîtriser. Il y a beaucoup de custom ressources et de plus en plus en fonction des évolutions de Kubernetes, des ressources quotas, des network policy, etc. Donc si on veut commencer à tout gérer dans Kubernetes, ça commence à faire beaucoup de custom ressources pour une application. Des configurations qui sont complexes parce que on va avoir des configurations applicatives, on va avoir la configuration fonctionnelle, on va dire infrastructure à gérer.
et tout ça à mettre en ordre pour que finalement, quand on arrive en prod, on soit sûr de ce qu'on livre. Et aussi la complexité des pipelines de CI/CD, parce que aujourd'hui, nos applications, elles se livrent avec un init conteneur, puis lui, finalement, il a besoin d'une base Postgres, et lui, finalement, il a besoin de variables d'environnement qui sont spécifiques, ou alors même d'un PVC. Tout ça, ça rajoute de la complexité sur la CI/CD, parce qu'on se dit qu'on veut une CI/CD qui est capable de tout faire, et donc du coup, ça crée de la complexité dans le système. Donc, il y a d'autres sujets aussi autour de Kubernetes. C'est la taille des nœuds, par exemple. La taille des nœuds, j'ai choisi 3 sujets qui me paraissaient plutôt pertinents. Aujourd'hui, la taille des nœuds, c'est un sujet qui est réel, que ce soit on-premise ou dans le cloud. Quelle est la taille du nœud adéquate et optimisée pour notre cas d'usage? Aujourd'hui, si on sous-dimensionne, on va avoir des sujets de perte de CPU, de perte de RAM. On va devoir scaler très très rapidement parce que du coup, on va devoir faire popper un node en fonction de nos besoins. Et en plus, on va créer de la fragmentation entre nos applicatifs qui ont peut-être besoin d'être dans le même node pour pouvoir communiquer plus rapidement. Donc on va créer de la latence. Le problème, c'est que si on surdimensionne aussi, on se dit, dans ce cas-là, on surdimensionne, c'est pas très grave. Si on surdimensionne, on va avoir moins de nœuds, mais du coup, moins de nœuds, ça veut dire plus grosse POF, parce que si on en perd un, il faut que les 2 autres puissent prendre la charge. Il y a tout un sujet derrière de surconsommation. Dans le cloud, c'est dans le cloud, on recherche au millimètre, et ça crée un nouveau métier qui est le FinOps, notamment, qui est son travail principal, c'est ça. Et donc, il faut trouver un équilibre, et c'est souvent très compliqué. En plus, ça peut changer en fonction du cluster, la recette, la pré-prod, la prod. C'est vraiment très spécifique, et du coup, ça crée un vrai sac de nœuds. Un autre point, c'est le labyrinthe de manifestes et du templating. Aujourd'hui, pour déployer une application, il nous faut un namespace. Il nous faut un déploiement avec dedans un init conteneur, potentiellement avec des liveness probes. Il nous faut des config maps. Il nous faut des secrets, il nous faut un service pour pouvoir l'exposer, il nous faut aussi une ingress pour pouvoir lire l'application, il nous faut des ressources quotas pour pas que le namespace puisse exploser en ressources, il nous faut aussi une network policy pour gérer tout ce qui est sécurité. Donc ça commence à faire beaucoup pour juste déployer un Nginx. Ça fait déjà tous ces fichiers de déploiement juste pour déployer un Nginx. Donc forcément, on s'est dit, tiens, si on faisait du templating. Donc on a possiblement du Helm, du Kustomize, j'en ai pas cité d'autres parce que j'ai pris les 2 principaux. Donc Helm, c'est des templating en Go, donc c'est autre chose à prendre en compte et à prendre en charge et à apprendre. C'est des values qui sont interprétées en YAML, et c'est un enchevêtrement de boucles et de conditions qui vont répondre en fonction de nos besoins et de nos values et construire notre manifeste pour notre application. Et aussi, derrière, on a Kustomize. Kustomize qui est un peu plus terre-à-terre, c'est des applications avec des bases et des overlays en fonction des environnements. Et ensuite, ça vient patcher. Et donc, du coup, il n'y a plus du tout de notion de templating, mais vraiment, ça vient réécrire par-dessus en fonction de ce qu'on veut. Et donc, du coup, ça écrase l'existant. Donc ça, c'est très bien, mais ça rajoute une énorme complexité pour comprendre les applications. Aujourd'hui, si elles ne fonctionnent pas, on est obligé d'aller lire tout ça, et peut-être que potentiellement, ce n'est pas écrit réellement comme ça, parce que c'est notre outil GitOps qui a fait la lecture de tout ça, et qui l'a transposé directement dans notre cluster cube. Et donc du coup, ça crée une complexité dans le débugage qui est assez énorme. Dernier point, mais pas des moindres, c'est la jungle de la configuration. Aujourd'hui, on peut avoir de la configuration directement dans l'entry point de l'application, qui se lance directement au lancement de l'image. On peut l'avoir directement mise dans le Dockerfile, mais voilà, on ne sait pas vraiment comment ça se fait et comment c'est là. Et si on n'a pas l'historique, c'est compliqué. On peut l'avoir dans la config map, il faut déjà l'emmener dans la config map, donc il faut savoir quelles informations on doit redescendre de l'intérieur. On va l'avoir aussi dans le secret. Le problème, c'est que les secrets dans Kubernetes, c'est pas sécurisé de base, c'est de la base 64. Donc, il nous faut souvent un outil tierce pour chiffrer tout ça, pour pouvoir l'avoir dans notre repo Git. Du coup, ce repo Git, il faut qu'il soit aussi sécurisé, et du coup, on décale la chose. La configuration, elle est encore autre part, et finalement, tout ça, ça crée un travail qui
qui est colossal quand il suffit de débugger ou même de mettre en place une application. Et donc du coup, ça rajoute toute une complexité sur l'auditabilité et la traçabilité des applications. On se dit, maintenant c'est dans Git, pour beaucoup on est passé sur du GitOps. Oui, mais est-ce que derrière ce qu'a fait notre outil de GitOps est réel par rapport à notre projet? C'est toujours un sujet à prendre en compte. Et même quand est-ce qu'on met comment est-ce qu'on met cette configuration dans les applis, dans le repo Git pour aller sur Kubernetes. Donc Kubernetes, c'est quand même super. C'est aujourd'hui indéniable. C'est un super outil. Ça permet de faire de la scalabilité comme aucun autre outil, sauf dans le cloud. Mais ça permet de faire de la scalabilité comme personne. Ça permet aussi de déployer très facilement. Aujourd'hui, on a réussi à créer un standard, ce qui fait que du coup, notre choix par défaut, c'est Kubernetes. Dès qu'on se dit on va déployer une application, c'est Kubernetes. Mais ce n'est pas la seule solution. Il y a très souvent, on se dit tiens, cette application elle serait bien en Kubernetes, mais pourquoi? C'est juste parce qu'il faut que ça rentre dans la même pipeline que tout le monde. Il y a peut-être un challenge à se remettre. Donc pour rappel, les autres solutions, on en a plein. Il y a des surcouches. Je vais dire les surcouches OpenShift Rancher parce que ça va nous parler à beaucoup. On peut aussi retourner sur une VM. Il y a beaucoup d'applications, elles sont bien mieux sur une VM. Je vous jure, j'ai déjà vu. Il y a des applications, elles tournent beaucoup mieux sur des VM. Parce que c'est plus compliqué à mettre en place sur du conteneur. Et il y a toute cette interconnexion un peu magique, parce que forcément Kubernetes ajoute toutes ces surcouches réseau qui est à prendre en compte. Docker Swarm, c'est ancien, mais ça marche très bien. Nomad, c'est nouveau, c'est par HashiCorp, c'est un orchestrateur qui monte en flèche en ce moment. Des outils de containerisation, du coup, Docker, Podman, etc. Il y en a plein. Le Cloud VM, je parle de cloud plus général, mais c'est vrai que le Cloud VM ou même le Cloud Kubernetes fonctionne très très bien. Les CDN et les CAS, forcément. Les CAS, Container as a Service. Voilà. Donc je vous rappelle la petite checklist. Cette checklist, moi, je la trouve assez intéressante et très importante. Je pense que c'est un bon check de est-ce que mon application elle va être bien déployée au bon endroit. Alors je ne dis pas qu'il faut avoir 5 sur 5, je ne dis pas qu'il faut avoir 2 sur 5, ça se trouve 2 sur 5 c'est très pertinent. Mais cette checklist elle permet de se la mettre en tête et de se dire bon, est-ce que finalement mon application elle serait pas plus facile à gérer et à mettre en place sur cette telle plateforme. Merci, est-ce que vous avez des questions? J'ai fait combien de minutes? Ok. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. J'ai été super clair. C'est trop bien.